Heureux de vous retrouver, madame, mademoiselle, monsieur, pour ce rendez-vous de l'analyse et des commentaires de l'actualité en République démocratique du Congo. Et donc, heureux de retrouver aussi monsieur Takizala, que j'ai déjà reçu sur ce plateau. C'est la deuxième fois. Merci d'avoir accepté notre invitation spontanée. Je vous remercie, cher John. Vous savez, la situation demande une urgence et l'urgence a été résolue toujours par des humains. Donc, je suis flatté parce que Diwan, c'est parmi les institutions audiovisuelles de la démocratie du Congo qui a toujours été au moment opportun. Eh bien, nous transmettrons à l'ambassadeur Moutamba. Alors, vous êtes un opérateur économique et un analyste politique reconnu de la place. Nous allons donc, peut-être sous cette double casquette, aborder l'actualité pendant que la République démocratique du Congo est en train aussi de vivre, comme pas mal d'autres pays africains et du monde, la conséquence de la guerre en Ukraine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine. On voit bien là que nous sommes dans un vrai village planétaire. Mais avant d'en arriver là, il y a l'actualité plus proche de nous. Nous sommes là à l'Assemblée nationale, où il y a du remue-ménage. C'est vrai, la session elle a été convoquée pour statuer sur la loi électorale, mais on a compris que les agendas politiques s'en sont mêlés. Aujourd'hui, on parle entre autres de l'invalidation des mandats des députés, essentiellement d'un bord politique. On parle aussi des dialogues politiques, la nécessité du dialogue politique. Quel regard portez-vous sur tout ça? Bon, vous savez que l'Assemblée nationale est l'émanation de la population congolaise parce qu'on les appelle le représentant du peuple. Mais l'Assemblée nationale, le fonctionnement, c'est les courants d'idées idéologiques politiques qui s'affrontent au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que l'Assemblée nationale fonctionne avec des commissions et des groupes parlementaires. Et chaque groupe parlementaire essaye de peser au niveau de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la République démocratique du Congo, l'élection de 2018, qu'est-ce qu'il a fait? On trouve que d'un côté, on a commencé le début de mandat avec ce qu'on appelle une coalition qui a réuni ceux qui étaient opposants hier et ceux qui étaient au pouvoir. Mais en continuant, comme la politique a toujours été capricieuse, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne se sont pas entendus. Donc, il y a eu des dissociations en plein mandat. Et cela a fait qu'on s'est repositionné au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, cette reposition fait qu'il fallait que le président Tshisekedi trouve les autres partenaires politiques. Et c'est là où on voit les acteurs et qui n'étaient pas dans la première alliance s'imposent comme AFDC et les alliés, comme les amis des Ensemble pour le changement de la République démocratique du Congo, et les amis des MNC, de Jean-Pierre Mbemba. Maintenant, chaque camp politique avait aussi ses inspirations, la façon de fonctionner. Mais ces représentants arrivent aujourd'hui, vu les enjeux et le défi du XXIe siècle, le défi de la République démocratique du Congo, vous voyez qu'on est presque proche des élections de 2023, et chaque camp politique, comme les politiques d'habitude, essaye, et puis le peuple, la clameur publique, est en train de demander de plus en plus, avec frustration d'aujourd'hui, nous voyons que les députés, chacun dans leur coin, essayent d'être présents dans l'Assemblée nationale. Alors, certains ont pensé que cette invalidation des mandats est un règlement des comptes. Bon, je crois qu'il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et je crois que le règlement de l'Assemblée nationale, ce n'est pas à nous qui sommes dehors de l'Assemblée nationale de mettre le point. Mais ce qui reflète aujourd'hui, c'est la réalité. Et vous savez, il y a un dicton qui dit que la politique, ce sont des intérêts. L'amitié n'a jamais existé. Et dans le camp politique, chaque camp politique cherche à avoir cette puissance d'agir sur l'espace public. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale, avec tous les compartiments, qui est en train de s'exprimer. Alors, pensez-vous que l'environnement actuel soit propice à un dialogue politique qui puisse permettre à ce que les délais, certains délais, notamment l'organisation des élections, soient revus et que dans une démarche comme les politiciens congolais aiment bien dire, d'inclusivité? Cher John, l'inclusivité, elle est sectorielle. Le mal en est que la République démocratique du Congo, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours mis en avant uniquement l'artère politique.
Or, la société ne peut pas se construire uniquement avec l'acteur politique. Il y a les autres acteurs présents qu'on doit les associer. Mais l'acteur politique quand, vous savez, quand on est au allé, Congo, il dit que c'est d'abord lui qui compte. Non, mais la logique économique prime dans tout, hein, cher John. Vous pouvez être politicien, mais si vous n'avez pas l'argent de faire le canico ou le flyers, ça sera extrêmement difficile pour que les gens puissent comprendre de qu'est-ce que vous pensez. Ou même pour faire la campagne, il faut avoir d'abord des moyens économiques. Donc, le problème, c'est quoi? Vous voyez, depuis qu'on a commencé ce pays, en 1960, on a eu table ronde. Mais le table ronde économique n'a jamais été lié. Est-ce que le vrai problématique de la République démocratique du Congo, c'est uniquement dans la sphère politique? Je ne pense pas. L'administration, on le met de côté. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ne vont pas sur le terrain. Il faut qu'aujourd'hui, nous faisons le Congo différemment. On a eu, je peux commencer à vous énumérer, les assises où les politiques ont eu à chaiser pour négocier. Table ronde. Après table ronde, quoi on a eu encore? On a eu, par exemple, les années 90, conférence nationale souveraine. Pour les gens, ils se sont réunis sur le palais du peuple. Après conférence nationale souveraine, on a eu Ténika, par exemple, où les gens sont allés, toujours les acteurs politiques. Après, on a eu quoi encore? On a eu l'Afrique du Sud, et toutes les assises, Saint-Sylvestre, tout ça, ainsi de suite. On voyait toujours l'acteur. Pendant ce temps, tous ces assises frissent l'économie. L'économie est frustrée en République démocratique du Congo. On ne cherche pas à résoudre les problématiques économiques. Parce qu'aujourd'hui, l'État dépense ce qui ne fait même pas rentrer en République démocratique du Congo. Ça veut dire que l'État aujourd'hui... L'État est déficitaire? Ben oui, elle est déficitaire. Par exemple, quand vous avez déjà le taux de chômage à 85% de la population, parce que c'est l'actif qui crée les recettes de l'État. Mais aujourd'hui, l'actif est fragilisé. Et que c'est l'informel qui devient maintenant l'actif de la République démocratique du Congo. Donc c'est ça le vrai problème. Ça veut dire que nous devons regarder la République démocratique du Congo dans tous ses compartiments. Et surtout qu'à l'heure actuelle, il y a Covid-19 qui est encore présent. Et il y a aussi cette impasse de la guerre russo-ukrainienne et qui flamme les matières premières. Donc nous devons chercher les alternatives. Nous allons parler, mais je voudrais quand même qu'on revienne un peu à l'Assemblée nationale où il n'y a pas si longtemps que ça, justement, un ministre de l'économie a perdu son job, pour dire les choses de manière simple. Est-ce qu'il a mérité ce qui lui est arrivé? Bon, vous savez, la magie de la politique, une nation a un régime qu'on appelle semi-présidentiel, ça signifie que le Parlement a un rôle. C'est pour ça que vous voyez que le politique général de ce qu'on appelle le Premier ministre, le premier des ministres, est présenté à l'Assemblée nationale. Et chaque ministre, ça c'est ce qu'on appelle le carnaval de travail, sectoriel. Et le ministère de l'économie, normalement, aujourd'hui, quand on regarde la photographie de l'économie de la République démocratique du Congo, on se pose des vrais questionnements. Il y a beaucoup de réformes à mettre sur l'espace public. Quand vous devenez un ministre, et en période de crise, il faut apporter des améliorations, il faut apporter des éclairages. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous sillonnez, c'est extrêmement difficile, il n'y a pas assez. Et puis l'acteur autochtone ou l'acteur qui est à la République démocratique du Congo n'est pas soutenu, ni compris, ni encouragé. Il n'y a pas de réformes. Normalement, un ministre de l'économie doit être à côté de ceux qui créent l'économie. Mais à côté, l'acteur, pour parler de l'acteur économique, justement, il a été dit, ça évidemment c'est dans le camp du ministre, que ce sont des opérateurs économiques étrangers installés en RDC qui auraient été frustrés par les ministres, en fait, question d'intérêt, et qui avaient financé cette campagne au sein de l'Assemblée nationale qui a mené au départ du ministre à sa démission. Je crois que ce plateau, c'est un plateau sérieux. Et dans le plateau sérieux, nous devons parler des choses qui sont scientifiquement approuvées. Donc je crois que ce genre de choses, en général, quand on amène quelqu'un au tribunal, personne ne dit que moi j'ai fait quelque chose. Hein. Ça, c'est la nature humaine, elle est comme ça. Mais je crois que les résultats devaient parler en République démocratique du Congo. Donc si les résultats ne sont absents, et il faut être quand même des hommes d'État. Quand on est des hommes d'État, on doit cesser, on doit peser ce que nous disons dans les espaces publics. Mais est-ce qu'un ministre de l'économie, il a plus de pouvoir que le premier des ministres, il a plus de pouvoir que le gouvernement? À la limite, est-ce qu'il n'a pas seulement que la capacité de faire des propositions? Parce que, somme toute, il ne possède pas tous les moyens. Le gouvernement, c'est une équipe de football, mais en équipe de football, chaque joueur a un rôle. Ça signifie que si vous n'avez pas un bon défenseur, l'équipe peut perdre aussi. Si vous n'avez pas un bon neuf, l'équipe ne va pas tourner. Vous avez vu le match qu'on a fait avec le Maroc. Mais est-ce qu'un ministre de l'économie peut faire changer
l'économie congolaise en un laps de temps, on va dire 2-3 ans, Je vous donnerai avec tout ce que nous avons comme paramètres d'extraversion de notre économie. Je vous donnerai, mais c'est pour cela qu'on doit avoir un manager au niveau du ministère de l'économie. Vous parlez un manager au niveau du ministère de l'économie. Je vous donnerai par exemple des ministres de l'économie et qui ont quitté le ministère de l'économie et après ils sont devenus présidents de la République parce qu'ils avaient mis de bonnes politiques. Je donnerai par exemple le président Giscard avant de devenir ministre de l'économie. Oui, mais avant de devenir président ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. C'est ça, ce sont des vous parlez d'un pays où l'économie est stable. Oui, mais cette économie n'a pas commencé stable. Ça signifie que ce sont des bonnes politiques des ministres de l'économie de ce pays qui ont fait que leur économie devienne stable. Et ici, aujourd'hui, il faut des bonnes pilules. Je donnerai l'exemple, par exemple, de ce fameux ministre de l'économie française, le président Giscard, que j'ai rendu hommage, en quittant le ministère de l'économie et des finances, et après il est devenu président de la République. Parce que s'il n'avait pas bien travaillé au ministère des finances et de l'économie, automatiquement, il ne devait pas devenir président de la République. Je donnerai l'exemple, par exemple, du président Sarkozy, à un moment, il était au ministère du budget. Donc, le ministère du budget et de l'économie, c'est la même chose. Donc, il est devenu président de la République. Je donnerai l'exemple d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron devient ministre, le seul poste public avant de devenir président de la République, ce ministère de l'économie. Ça fait que quand il est venu, il a apporté beaucoup de réformes au ministère de l'économie. Parce qu'il a trouvé. Donc ça signifie que quand vous êtes un joueur et que l'entraîneur vous aligne, l'entraîneur va vous aligner pour que les choses, les résultats. Mais si l'entraîneur trouve que l'entraîneur de ministre, c'est le Parlement. Et si l'entraîneur trouve qu'aujourd'hui et que ces joueurs ne jouent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On retire, même en équipe de football. Allons-y dans la métaphore footballistique. C'est vrai que dans l'équipe de football, lorsqu'un joueur ne joue pas correctement, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi dans l'équipe de football, on dit on a droit à changer 3 joueurs? Parce qu'on cherche des résultats. On cherche des résultats avec des choses qu'il fait. Il faut beaucoup de réformes, cher John. On ne va pas se voiler la face, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a la masse monétaire. En attendant que vous reveniez, je voudrais juste apporter de l'eau à votre moulin, ou mon grain de sel. Il a été dit que ces ministres de l'économie n'avaient pas concrétisé des promesses, notamment de faire venir, d'importer du chinchard ici pendant les périodes des fêtes des fins d'année. Alors, vous qui parlez de la promotion de l'économie ou de l'opérateur économique congolais, est-ce que vous trouvez que c'est sérieux qu'on puisse crucifier quelqu'un pour cela? Moi, je pense qu'il aurait peut-être investi son argent, enfin, s'il y en avait, dans la promotion de la pêche ici, dans notre pays. Vous voyez, on s'est rejoint maintenant. Donc, John, vous savez, le problème, c'est quoi, cher John? Ça veut dire que, est-ce qu'à l'intérieur de la République démocratique du Congo, il n'y a pas des acteurs qui produisent et le poisson, et le maïs, et le soja? Il y en a. Mais le problème en est que ces acteurs ne sont pas boostés. C'est-à-dire? Ça signifie qu'aujourd'hui, vous voyez ces flyers que je vous montre là, à l'heure actuelle, tout le monde a peur de ce qu'on appelle le flambé dans les matières premières agricoles. Le céréal, par exemple. Hein, en commençant par l'une des céréales célèbres au monde, le bleu. Mais en faisant des recherches comme économiste puis gestionnaire, je trouve que dans le Kwilu, dans le Bandundu, aujourd'hui c'était un grand Bandundu, mais le Kwilu est devenu région. Dans le Kwilu, je vois un acteur qui s'appelle Coridec. Coridec, il est dans l'exploitation agricole, il fait tout, mais cette production, il fabrique le farine panifiée à base de manioc. Or, si vous interrogez aujourd'hui la République démocratique du Congo, vous verrez que rien que l'importation, c'est que nous amenons comme le bleu, ça nous prend beaucoup de devises. Or, ces genres d'acteurs, c'est ça le rôle d'un ministre de l'économie. De regarder d'abord localement quels sont les acteurs qui sont ici et qui peuvent être l'alternative. Mais si localement, John, vous ne boostez pas ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'en boostant cet acteur-là, on va créer l'actif dans ce coin de la République démocratique du Congo, qui est le Kwilu. Ça fait que l'ingénieur agronome va trouver le travail, celui qui a fait les études économiques peut trouver le travail, celui qui a fait l'étude de commerce peut trouver le travail, les camionneurs peuvent trouver le travail. Oui, je comprends tout ça. Mais maintenant, moi, je voudrais vous ramener maintenant, parce que ce n'est pas une action isolée d'un ministre, c'est toute la philosophie
politique d'un régime. Non. Vous parlez de toute la philosophie politique, de la vision d'un régime politique. Et en ce moment-là, ce n'est pas un ministre qu'on devrait sanctionner, ce serait peut-être tout le gouvernement ou les chefs de l'État. Vous savez, quand vous êtes en période de crise, on regarde par exemple les ministères régaliens, les ministères stratégiques et qui ont vraiment le PCR ancré avec la sociologie d'un peuple. Je vous donne par exemple l'exemple. Quand le président Hollande arrive au pouvoir, il avait un ministre de l'économie qu'on appelait Montebourg et qui a fait Made in France. Montebourg a prôné Made in France. Pourquoi? Parce qu'il a vu le déclin de l'industrie française et que tout ce que les Français consommaient, venait d'ailleurs. Et il fallait soutenir la production locale pour qu'on crée de la valeur. Mais Montebourg, à part cet ingrédient principal qu'il a compris, mais la crise continue, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Le président Hollande, le gouvernement de l'époque, d'Emmanuel Valls, a décidé d'échanger le ministre de l'économie. Ça fait qu'on va enlever Montebourg pour mettre Emmanuel Macron. Parce qu'on met un ministre pour travailler, on ne met pas un ministre pour contempler, parce que non, là on ne cherche pas le sort d'un individu, on cherche les résultats collectifs congolais, chers compatriotes. Je vous dis qu'aujourd'hui, chers journalistes, vous allez voir, vous sillonnez, vous êtes un communicant en vertu de ce pays. Et vous ne voyez pas qu'il faut chercher des voies et moyens que nous puissions étouffer l'informel. Mais on va étouffer l'informel avec des initiatives qui sont aussi à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Mais lorsque les initiatives qui sont à l'intérieur de la République démocratique du Congo, vous n'apportez pas de dose de réforme, où on dit voilà, recours uniquement, nous devons aller acheter en dehors de notre territoire. Mais, et ceux qui produisent ici localement, vont vendre à qui? C'est ça le vrai problème. Oui, mais ces problèmes-là, c'est un problème même historique. Notre pays, ses infrastructures sont économiques, sont même extravertis. Le pays a été conçu pour servir les économies étrangères. Là, c'est peut-être à petite échelle, mais quand vous voyez l'essentiel de notre production, aujourd'hui, nous sommes une économie qui tourne autour de minerais. Mais qu'est-ce qui est prévu pour traiter ces minéraux déjà ici et en faire des produits finis? Et ça, c'est aussi, comme vous dites, des vraies questions qui doivent être posées. Et c'est ce que nous disons. Là, on a donné dans le terrain agricole. En général, l'agriculture en République démocratique du Congo, on a toujours dit, oui, priorité de priorité. Marshall avait fait une fois ici, priorité de priorité. Et les gens oublient que c'est une chaîne de valeur. L'agriculture, ce n'est pas uniquement le planteur ou le leveur. L'agriculture, c'est aussi la partie mécanisée. Non, le spécial autogarage. Ça signifie que dans tout le coin de la République démocratique du Congo, vous allez voir qu'il y a un énorme manque de concessionnaires qui peuvent vendre le tracteur. Et celui qui va acheter le tracteur, il achètera chez qui? Du bord de l'informel. Mais qui va le conseiller? Et qu'est-ce qui manque encore pour l'agriculture congolaise? C'est le crédit, cher John. Ça signifie que l'agriculture, ce sont des coopératives agricoles, ce sont les transformateurs, qu'on appelle les industriels de l'agroalimentaire, ce sont des transporteurs, et ce sont aussi les distributeurs, et ce sont aussi les consommateurs. Mais lorsque vous êtes en chômage de masse, ça signifie que les gens n'ont pas un revenu pour consommer. Et ceux qui n'ont pas vraiment un vrai revenu pour consommer sont tentés d'aller acheter de l'économie de l'informel. Ça signifie que pendant ces temps, qu'est-ce qui se passe? L'État se fragilise, Sir John. Alors, dans le période de crise, c'est pour cela qu'il faut mettre l'essentiel autour des interfaces qui sont établies en République démocratique. Oui, je connais votre credo. Alors, mais lorsque les interfaces qui sont établies en République démocratique du Congo, les entreprises comme le Biwan, les Spécial Auto, les Coridec, beaucoup des entreprises qui sont ici en République démocratique du Congo, vous les mettez en dehors de la piste. Maintenant, comment vous pouvez pallier ces problématiques? Mais c'est aussi la compétitivité de ces entreprises. Oui, mais cette compétitivité, elle doit être loyale, elle ne peut pas être déloyale. Elle est déloyale à la République démocratique du Congo. Ah, pourquoi? Comment faisant? Mais parce que si l'informel occupe l'espace à 85% des échanges en République démocratique. Mais comment se fait-il qu'il y ait des entrepreneurs étrangers qui prospèrent au Congo alors que ce n'est pas le cas pour les Congolais eux-mêmes? Mais oui, mais parce que eux, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez quand des gens les appels d'offres tombent en République démocratique du Congo. Vous savez
Quoi ça? On donne à qui? Les appels d'offres publics. Oui. Quand vous avez des gens, 85% des gens qui mais sont... tous ne sont pas dans les marchés publics. Non, mais quand vous avez... Ça, ce sont des exemples. En économie, lorsque le consommateur ou l'actif est fragilisé, ça signifie qu'on utilise le politique keynésienne. Ça fait que la commande publique remplace la consommation. On augmente les dépenses publiques congolaises du côté de l'investissement, pas du côté de payer le fonctionnaire seulement, parce que quand vous payez le fonctionnaire, vous risquez aussi le mois prochain de ne pas trouver. Donc, il faut créer de la valeur. Si vous créez de la valeur, automatiquement, l'État s'enrichit. Il y aura assez de taxes en démocratie du Congo. Quand, par exemple, vous êtes dans un pays où que le taux de la bancarisation ne représente même pas 20%, cher John, c'est déjà un problème. Donc, comment se fait-il que dans le même contexte, des opérateurs économiques étrangers puissent s'épanouir et pas les nationaux? C'est clair et net. Lorsqu'il y a une petite commande publique qui tombe à la démocratie du Congo, le bénéficiaire, ce sont mes homologues des communautés d'ailleurs. Et le prévenu, vous voyez que ces communautés en démocratie du Congo ont leur banque. Parce qu'on ne peut pas prôner l'économie sans le financement. Ils ont leur banque. Et qu'est-ce qui se passe aussi? L'esprit de leur réseau. Ça signifie que celui qui vend Chikwam va acheter chez son frère qui vend le maïs ou le farine. Ainsi de suite. Donc, ils ont leur réseau à eux. Et comme ils ont leur réseau à eux, en faisant ces échanges-là, et puis avec une protection aussi financière de leur banque, et automatiquement, auprès des politiques publiques de la démocratie du Congo, lorsqu'un entrepreneur congolais se pointe, non, mais il n'a pas une garantie. Or, on devait créer une banque publique d'investissement congolaise avec une branche cautionnaire qui va permettre qu'à l'entrepreneur congolais, qui est par exemple Coridec, qui va acheter une cinquantaine de tracteurs, automatiquement, le caution étatique va permettre à l'entrepreneur Coridec d'avoir ces tracteurs, au lieu qu'il achète uniquement dans du cash flow. Ça, on doit améliorer. C'est pour cela, ces genres de réformes que nous cherchons à la démocratie du Congo, lorsque le ministre arrive, j'ai toujours dit ici, j'ai dit, mais alors, pour revenir, donc ça veut dire que finalement, ce Parlement, il ne sert à rien, parce que si ce que vous dites là ne fait pas partie de l'ordre du jour, des priorités du Parlement, eh bien... Non. On doit aller au dialogue pour dissoudre les parlements. Mais dialogue pour parler quoi? Dialogue uniquement pour parler de l'élection? Est-ce que la vie est alimentée uniquement par l'élection? Oui, mais ce que vous dites là, c'est que vous dites là, vous vous rendez compte que finalement, c'est les politiques qui ont la décision. Oui, parce que l'acteur économique, lui, il est là. Les consommateurs sont là. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il y a une décision politique qui n'est pas prise. Mais dans un territoire... Et pourquoi est-ce que vous voulez l'éluder? Non, mais je vous dis que le politique doit avoir un allié, un socle dans le territoire. Et le socle de l'allié de politique, ça doit être l'opérateur économique, l'entrepreneur, le dirigeant d'entreprise. Normalement, il faut réformer, par exemple, les entreprises. L'autre fois, on a fait des réformes dans les entreprises de l'achat-vente principale de l'économie congolaise, qu'on appelle les entreprises publiques. Donc, et c'est même la gestion, vous voyez, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, il faut qu'on cherche la façon de faire différemment et puis démocratie du Congo de ces entreprises. Normalement, ces entreprises doivent être des clients des entreprises telles que les spéciales autogarages. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui à la démocratie du Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons réformer la démocratie du Congo. Ça signifie qu'un homme qui est au chômage ne consomme pas comme celui qui travaille. Parce que celui qui est au chômage, les revenus... Mais vous voyez, ce que moi j'essaie de vous faire voir, c'est que vous faites une belle analyse économique. Sauf que ici, au Congo, les politiques tiennent l'économie en laisse. Non, mais le politique, s'il tient l'économie en laisse, mais quels sont les résultats? Chômage de masse. Alors raison de plus pour taper sur les politiques. Non, mais je crois que ce sont des confrères et ils ont choisi l'administration politicienne. Nous, on a choisi l'administration économique. Maintenant, ils doivent comprendre ils vont remettre leur mandat en jeu, on l'espère dans un an. Mais le politique, quand il prend le mandat politique, il a des ingrédients ou le cahier des charges qu'il présente à la population. Oui. Ça veut dire le cahier des charges, on parle de l'éducation, on parle de la route, on parle des logements, on parle de l'emploi. Et le paradoxe de l'économie congolaise d'aujourd'hui, plus de diplômés congolais sont chômeurs. Alors, raison de plus pour les stigmatiser. Si c'était même, mais c'est pour ça que nous disons qu'il faut responsabiliser les entreprises telles que les spéciales autogarages. Vous faites beaucoup de la publicité pour votre entreprise. Pas la pub. Ça, ce sont des Je crois que les commerciales vous enverront la facture. Ce sont des réalités palpables. Quand vous avez ce genre de flambée,
vous n'avez pas une petite industrie locale, vous n'avez même pas une production locale. Les entreprises en République démocratique du Congo sont fragilisées. Ça veut dire que vous dépendez, ce que vous échangez ou vous consommez vient d'ailleurs. Et avec des contrastes mondiaux aujourd'hui, de la logistique internationale, et ainsi de suite, et même ces flambées en matière première, il faut qu'on fasse des alternatives. Je vous donne par exemple d'exemple. La République démocratique du Congo aujourd'hui, tout ce qui est le véhicule, le flotte de la République démocratique du Congo, qu'il soit du bord privé, qu'il soit du bord étatique, tout utilise le fossile. Il n'y a pas l'alternative. Et aujourd'hui, le fossile grimpe. Or, les revenus en République démocratique du Congo sont faibles. Et c'est là où j'en félicite le président Nana Akufo. Qu'est-ce que le président Nana Akufo vient de faire? Pour booster, stimuler le secteur privé. Parce que là, l'agent économique est fragilisé. Là, vous savez, au Congo, on parle le carburant uniquement du côté des oui, mais quand vous dites quitter les fossiles, actuellement, l'alternative, c'est du bio ou bien c'est de l'électricité? Vous savez, même les économies en revenu supérieur, parce que nous sommes en revenu intermédiaire, qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé l'alternative à l'automobile, par exemple le train. Le train, dans la plupart des pays, sont électriques. Et pourtant, nous avons une énorme potentialité énergétique en République démocratique du Congo. Par exemple, nous ne sommes qu'un potentiel depuis que nous existons. Mais en responsabilisant la terre privée, vous verrez que cette potentialité va se transformer en recherche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir dans tout le pays, le train est l'alternative de l'automobile. Ça veut dire que là où le train n'arrive pas à passer, l'automobile n'arrive pas à passer, le train passe. Le navire, par exemple, le maritime, est aussi l'alternative. Vous allez voir, par exemple, le véhicule, le transport de masse, le transport collectif, beaucoup utilisent les énergies intermédiaires. Le biogaz, par exemple, et l'électricité. Le véhicule de pompiers, le véhicule de militaires, les véhicules d'administration, dans la plupart des pays, ce sont des énergies alternatives. Or, nous, en République démocratique du Congo, le véhicule de pompiers, le véhicule des ministres, le véhicule des députés, tout, nous prenons que de l'essence. Or, nous sommes un petit producteur. Nous ne transformons même pas ici. Ça signifie que nous dépendons de la logistique internationale. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons, avec cette crise de flambée de matières premières, nous devons chercher à faire vraiment une alternative différente dans le système économique congolais si nous voulons avancer. Mais est-ce que ce n'est pas une vraie fausse crise vue de l'Afrique parce que cette crise en termes de matières premières, c'est certes, il y a les carburants, mais l'URSS et l'Ukraine, au sein de l'OPEP, ne dépassent pas 20% de la production du carburant. On a vu ce que ça a signifié chez nous. Je crois qu'on a une augmentation. Bon, elle est là, mais pas excessive. Mais d'autre part, l'Ukraine produit essentiellement le blé. Le blé, on en fait du pain. Nous savons que le pain est un bien de consommation citadine. Ici, en RDC, c'est consommé beaucoup plus dans les milieux urbains. Mais dans l'arrière-pays, on ne se lève pas en cherchant sa baguette de pain. Donc, est-ce que réellement nos économies devraient être affectées par ce qui se passe en Ukraine et en Russie? Bon, vous savez, aujourd'hui nous sommes en économie mondialisée, libérale, où toutes les économies sont croisées. Quand vous regardez, le locomotive de l'économie européenne, c'est l'Allemagne. Deuxième position, c'est la France. Mais quand vous prenez l'énergie allemande, tout ce qui est gaz, parce que gaz, ce n'est pas domestique, parce que quand on regarde Kinshasa, on voit plus domestique, mais on regarde plus le PCR, le professionnel, l'entreprise. Beaucoup d'entreprises utilisent du gaz. Mais le fournisseur, en 85% de gaz allemande, c'est la Russie. Mais l'Allemagne est le premier exportateur européen, en tout ce qui est machine-outils, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez que maintenant l'Allemagne vend dans la plupart des pays du monde. Or, l'Allemagne, pour faire tourner ses usines, pour faire avancer, il dépend de la Russie. C'est ça l'économie. Ça signifie que lorsqu'un acteur majeur, par exemple, ça je donne l'exemple de l'Allemagne, est touché et ça croise. Qu'est-ce qui vient encore? Le système financier, aujourd'hui l'économie financière, en République démocratique on ne parle pas, on parle plus de l'économie consommatrice et l'économie productive. Elle n'est pas en même temps. Mais l'économie financière c'est quoi? C'est la bourse. L'Allemagne a des grandes entreprises
Et la plupart des entreprises allemandes, leur actif est dans le marché. Même les entreprises françaises, même les entreprises belges, leurs actifs est dans le marché financier. Et lorsque ces économies-là sont frustrées, automatiquement, la plupart des grandes économies sont touchées, y compris l'économie chinoise, parce qu'ils vendent aussi dans ce pays-là, dans ces actifs, ainsi de suite. Et ça, c'est l'exemple de 2008. 2008, la crise des subprimes, qui est venue aux États-Unis, touchait le marché américain. Mais comme l'actif financier américain était hybridé avec les autres marchés mondiaux, ça fragilisait les autres économies. Venons avec 2020. Ça commence où? Ça commence en Chine. Ça veut dire que la plupart des entreprises qui commercialisent avec la Chine, y compris la République démocratique du Congo, ont été touchées. Maintenant, quand vous avez un acteur important dans l'énergie qui est en conflit et que la production devient un peu difficile, c'est fait que même les banques risquiennes qui communiquaient les liquidités fonctionnaient avec les autres banques, automatiquement les autres économies sont touchées. Donc on ne peut pas dire qu'elle est fausse. Non, elle n'est pas fausse. C'est une réalité de l'économie libérale d'aujourd'hui mondialisée. C'est-à-dire que les économies se croisent. Chez nous, peut-être comme M. John dit, ah non, vous savez, nous tous comme on ne parle pas de l'économie financière mondiale, la bourse, le Congo, dans son économie, il n'a même pas 10 entreprises cotées en bourse. C'est ça le paradoxe de l'économie congolaise. Mais alors, ça signifie est-ce que comme on le dit souvent, les crises devraient être aussi une opportunité. Des opportunités, oui. Des déclics. Oui. Cette crise russo-ukrainienne, la guerre, comment est-ce que nous, vu de notre pays, on peut en faire bon usage? C'est pour ça que je vous ai dit, ça signifie qu'avant la crise russo-ukrainienne, on dépendait uniquement dans l'énergie fossile. Maintenant, on voit qu'à tout moment, ça peut monter, on ne va pas avoir des moyens, vu nos revenus, les ressources que la République démocratique du Congo produit à l'heure actuelle comme recherche annuelle. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on doit faire? On tire des leçons, on essaye d'amener une autre alternative. Aujourd'hui, cher John, la plupart des innovations modernes du XXIe siècle s'est fait autour aussi du secteur privé. Mais nous, depuis les années 70, on a isolé le secteur privé. C'est maintenant avec cette crise-là, il faut qu'on essaye maintenant d'établir le métier d'accompagnement pour accompagner le secteur privé et pour accompagner le ménage. Il faut qu'on cherche aussi des voies et moyens pour que nous puissions créer l'actif. Donc, plus de Congolais avec du boulot. Mais plus de Congolais avec du boulot, c'est acheter, par exemple, on voit là, par exemple, bel exemple comme ça, je vois qu'au lieu qu'on achète uniquement des tonnes de bleu, mais on peut travailler avec ces genres d'organisations pour que le farine panifiée à base de manioc soit mixée avec le bleu pour que nous puissions quand même avancer. Et d'un côté, ça va faire que ça va créer de l'emploi et que ça va donner aussi le pouvoir d'achat aux Congolais parce que plus le blé va commencer à flamber automatiquement. Et puis d'un côté, on voit aussi qu'il faut créer l'alternative dans l'automobile. C'est là où il faut travailler avec des entreprises telles que Spécial Autogarage. Ça signifie qu'au lieu qu'on achète uniquement des véhicules en carburant fossile, il faut qu'on cherche aussi dans les laboratoires des entreprises comment on peut acheter des véhicules avec une alternative qui ne dépend pas entièrement de l'énergie. C'est là, et puis, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Transformer l'industrie financière de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Banque centrale, le politique monétaire de la République démocratique du Congo, doit comprendre que vite fait, il faut créer une banque publique d'investissement congolaise et une banque agricole. Et c'est ça. Mais la banque, ce n'est pas un musée. Pour que la banque agricole congolaise ou la banque d'investissement congolaise puisse avoir un sens, il faut booster les entreprises qui sont en République démocratique du Congo. Parce que c'est cet actif-là qui va travailler avec ces interfaces. Mais tant que les entreprises qui sont en République démocratique du Congo seront toujours le parent pauvre du système, ce sera extrêmement difficile pour que les innovations viennent en République démocratique du Congo. Mais vous êtes dans les libéralismes, mais on dirait que votre approche économique est quand même socialiste. Vous êtes entrepreneur, donc par essence un privé, libre de ce qu'il veut, mais vous attendez que l'État puisse vous apporter un financement. Est-ce que les États-Unis, lorsqu'ils font un plan de relance, il est dans quelle économie? Il est dans l'économie russe, communiste de l'époque? Non. Est-ce que la Chine, qui ont commencé avec la philosophie politique communiste, mais pourquoi ils font un plan de relance?
En économie, lorsque vous êtes touché, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme quelqu'un qui est malade. Vous allez réanimer comment? Ça, ce sont des principes économiques. Donc, on utilise le politique monétaire. Mais il y a une vraie question, il y a une question de viabilité des entreprises. Il y a une question de bonne pratique en termes de gestion de ressources publiques. Parce que, par les passés aussi, je crois que même certaines banques, et c'est pourquoi les banques sont quand même assez exigeantes en termes de prêts. Parce que ici, vous pouvez prêter de l'argent à un entrepreneur et le lendemain, il a changé d'adresse, il n'est plus possible de le retrouver. Et l'argent est dans la nature. Surtout si c'est de l'argent public, parce que ici, nous savons tous que l'argent public est un bien sans maître à partir de ce moment-là. Raison de plus pour que les gens puissent tomber dans la gabegie, parce qu'il y a eu dans ces pays aussi ce qu'on appelait la zaïrianisation. Oui. Vous savez, mais ça, c'est pas les entrepreneurs qui ont fait ça. Non, qui ont fait quoi? Ce ne sont pas des entrepreneurs. Oui. Ça venait uniquement dans la logique politicienne. Non, mais c'était pas dilué avec la logique entrepreneuriale. Dans l'histoire, on a voulu créer de la richesse au bénéfice des Congolais. Mais il fallait des gens s'entourer. Vous savez qu'est-ce qui a manqué avec la logique? Et Mugabe aussi avait fait. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait au niveau de Zimbabwe? Pourquoi le président Mandela n'avait pas fait ça? Le président Mandela a compris que tout le monde devait faire. C'est qu'il connaît faire, mieux faire. Et le président Mandela a prouvé que l'entrepreneur avait sa place. Voilà. Donc ça veut dire que l'entrepreneur, sa place, c'est quoi? Il faut le comprendre. Quand vous dites, par exemple, aujourd'hui, vous savez, il faut, même le socialisme a évolué. Vous voyez qu'aujourd'hui, le socialisme en France, on n'en parle même plus. 2%. Le premier tour, le Parti socialiste français, de Jaurès, de Mitterrand, qui a fait beaucoup de choses, des réformes, congés payés, tout ça, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les inspirations, c'est quoi? Cette Hidalgo. Liberté, c'est 4%. Hidalgo, oui, je parle d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, oui, la maire de Paris. Vous voyez que c'est 2%. Ça signifie qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que les frustrations sociales, lorsqu'ils sont dans un territoire, le président Hollande, qui était socialiste, économiste comme moi, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé? Quand il est arrivé, il voyait que l'outil productif était frustré. Ça fait que l'économiste ou l'entrepreneur avait du mal pour dégager des fonds. Et ils vont décider de créer, or qu'à l'époque, vous avez déjà la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, c'est le bras financier de la République française, qui est là, qui achète des actions, qui accompagne. Là où tu vois que l'État français est actionnaire, c'est la Caisse des dépôts qui représente l'État français. Mais à part la Caisse des dépôts, ils ont compris qu'il fallait créer la BPI. La BPI, on le crée pourquoi? Pour que la BPI soit à côté des chefs d'entreprise pour le financement. Et la BPI, avec caution, avant la BPI, il y avait ce qu'on appelait OSEO. Ça fait qu'une branche cautionnaire du système collectif de l'économie française, de l'État, pour qu'à chaque fois, quand l'entrepreneur a besoin de financement, automatiquement, le caution étatique va permettre à l'entrepreneur, aux banques commerciales, pour qu'il puisse emprunter l'entrepreneur. Ça, ce n'est pas du socialisme, c'est du communisme. Ça, c'est l'économie libérale. L'économie libérale aujourd'hui mondialisée, ce sont des financements. Et chaque État, lorsque l'agent économique principal est touché, l'État doit actionner via ce qu'on appelle les relances de l'activité. Et que dites-vous à propos de la zaïrianisation? À propos de la zaïrianisation, qu'est-ce qui s'est passé? S'ils avaient fait autour des entrepreneurs, tels que les Coridec aujourd'hui ou les spécial autogarages, les gens qui sont des gens des entreprises, ça devait passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on retire les acteurs professionnels, leur activité, on donne aux gens qui étaient membres du comité central de l'Impère de l'époque. Et 3/4 de ces entreprises sont tombées en ruine parce qu'il s'est posé problème de management entrepreneurial. Et c'est ça, la continuité, à continuer à la démocratie du Congo. Pourquoi à chaque fois, on nomme à la tête des entreprises qui devaient être les clients des entreprises telles que les spécial autogarage, les gens, le critérium principal, il faut être par exemple représentant d'un camp politique. Mais visiblement, on n'est pas sorti de l'auberge parce que ça ne va pas changer des sitôt. Mais il faut réformer. Mais vous demandez à l'acteur politique de se mettre de côté. Or, tout ce que lui, il fait, c'est dans une perspective des mises qu'il doit récupérer. Mais non, cette mise, il doit récupérer. Il faut des états généraux. Un acteur politique avant-gardiste qui veut que ça change, qu'est-ce qu'il fait? Il doit s'atteler avec des acteurs sectoriels.
Parce que le colonne vertébrale de l'économie dans tout le pays du monde, c'est l'artère privée. Mais lorsque l'artère privée et que le politique public n'arrive pas à le canaliser... Monsieur Takizala, est-ce que vous savez que chaque élu, chaque ministre, Oui. quand il prend ses fonctions, la première chose, c'est d'abord de chercher l'argent, Oui. récupérer l'argent qu'il a sorti pour se faire nommer ou se faire élire. Non, il faut des garde-fous. Je crois, par exemple, moi, j'ai rends hommage au système français lorsqu'on dit qu'il y a un seuil. Et puis, on dit à chaque candidat... Ça, c'est quand on est candidat chef d'État. C'est pas quand on est candidat député. Oui, mais quand on est candidat, il y a une enveloppe qu'on vous donne. Ça signifie que quand vous êtes candidat, il y a un seuil. Lorsque vous atteignez, par exemple, le 5% de suffrage, automatiquement, la moitié de ce que vous avez dépensé, automatiquement, l'État, le système collectif va vous rembourser. Et les partis politiques, dans des pays où l'actif existe, c'est là où la nécessité de créer l'actif. Ça signifie que les adhérents doivent cotiser pour que le parti politique puisse fonctionner. Mais comme ici, nous sommes en régime de chômage de masse, la plupart des militants sont chômeurs. Et c'est pour ça que vous voyez que le zoom reste que non, lorsqu'on arrive, il faut qu'on case les gens. Ou quelque part, non, ça, on doit le réformer. On doit chercher que la plupart des militants des partis politiques soient des gens qui travaillent quelque part. Mais tous ne peuvent pas travailler à l'administration publique. Et pour trouver l'emploi, pour terminer, allez-y pour terminer. On a déjà vu abondamment ces flyers. Allez-y pour terminer. 30 secondes, oui. Continuez et terminez. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période d'urgence. Le flambé sont très important. L'inflation à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est 8%. En France, c'est 4%. En Espagne, c'est 7%. Et nous, ici, les gens, il faut retourner les outils qui peuvent accompagner les politiques tels que la Cour des comptes, tel que l'Institut statistique, tel que l'Office national des demandeurs d'emploi, tel que création d'une banque publique d'investissement en urgence, tel que création d'une banque agricole, tel que accompagnement ou travailler, donner le marché à des entreprises telles que les spéciales autogarages, ça va permettre que nous puissions créer l'actif et puis créer les alternatives dans le système collectif de la République démocratique du Congo. C'est ça qui peut nous aider. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé de votre temps. À très bientôt. Au revoir.